Épisode 40, action! Happy birthday to you, Parlons Freak. Voilà un an que j'ai posté ma toute première vidéo sur YouTube. En tout cas, la première vidéo publique. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a encore 2 vidéos en mode privé en dessous, mais les vidéos où je faisais des tests en pyjama, je les garde pour un peu plus tard. Pour fêter l'anniversaire de la chaîne, je vous ai demandé, dans la partie communauté de la chaîne YouTube, de me poser des questions. Le but, c'est de fêter ensemble cet anniversaire en répondant à des questions parce que je décide des sujets, évidemment, mais il y a peut-être des choses que vous souhaiteriez approfondir au niveau de la chaîne, du contenu ou sur moi pour apprendre à me connaître. D'autant plus que vous avez fait un travail formidable puisque le jour de l'anniversaire, nous avons atteint les 1000 abonnés. Et ça m'a fait très plaisir. Merci du fond du cœur. C'est donc à travers cette vidéo que j'ai choisi de vous remercier et de vous donner la parole sur la chaîne. Maintenant qu'on a passé les 1000 abonnés grâce à vous, vous avez bien le droit de prendre un peu le contrôle sur la chaîne et de me poser des questions. Alors, aujourd'hui, parlons fric, mais pas que. Salut, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Ici, je vous partage chaque semaine une vidéo sur les finances personnelles, les investissements et un petit peu d'éducation financière. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner en cochant la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous informer que je ne suis pas conseiller financier. Non, je déconne, je vais pas le faire cette semaine. Voilà donc un an que j'ai commencé ma course contre la montre. Pourquoi est-ce que je parle de course contre la montre? Bien tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile que ce que je m'imaginais. Poster une vidéo par semaine quand on a un métier à côté, j'en parlerai tout à l'heure, et une vie de famille, avec notamment des enfants, c'est extrêmement compliqué. D'autant plus que je profite du contenu de cette chaîne pour me former moi-même. J'effectue des recherches et je les partage avec vous. C'était le deal. Quand j'ai créé la chaîne, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais une motivation supplémentaire pour pouvoir me former, apprendre et partager. Le but étant de parler d'argent de manière simple et sans tabou, parce qu'il faut bien avouer que parfois, c'est un sujet qui est un petit peu sensible. D'autant plus que quand j'ai commencé mes investissements, je me suis rendu compte à quel point c'était facile. Et j'avais absolument besoin de partager ça. Et c'est ce que je fais maintenant depuis environ un an. J'essaye de vous partager les bonnes pratiques pour que vous aussi, vous puissiez mettre à profit votre argent, le faire travailler pour vous, même durant votre sommeil. Et oui, l'investissement, c'est pas compliqué. C'est juste très long. Bref, le leitmotiv qui a poussé à créer cette chaîne, vous le connaissez, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le plus simple, c'est peut-être tout simplement que je réponde à vos questions. Alors, c'est parti. Alors, la première question, elle était posée par le Bips. Bonjour Romain, dans quoi travailles-tu et quels sont tes hobbies ? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Merci. Non, c'est pas indiscret du tout. En fait, j'ai un travail que j'adore. Ça, c'est quelque chose que je veux tout de suite mettre en avant. Même si j'ai créé cette chaîne, ce n'est pas pour me lancer en auto-entrepreneur et devenir influenceur à temps plein. Non, j'ai un métier que j'aime beaucoup. Je suis responsable des systèmes d'information. Je travaille dans le domaine de l'automobile. Donc, je gère le département informatique de mon employeur. En tout cas, pour la filiale française. L'informatique, c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'étais tout petit. J'ai eu un peu de mal à trouver ma voie au départ, mais une fois que je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me plaisait et ce pourquoi j'étais fait, et ben ça a été la révélation en fait. J'ai fait un cursus en alternance, j'ai passé des certifications et j'ai été embauché en tant qu'ingénieur et puis petit à petit, je suis monté en grade jusqu'à prendre la direction il y a quelques années maintenant du département informatique. L'informatique, c'est à la fois ma passion et aussi mon travail. J'adore l'informatique depuis que je suis tout petit, à travers toutes les facettes. J'aime beaucoup l'aspect réseau, monter un réseau et gérer un réseau, notamment d'entreprise, parce que le faire à la maison, c'est pas non plus très folichon. Gérer les applicatifs, bref, gérer l'environnement de travail informatique en entreprise, c'est quelque chose que j'adore. Mais je suis aussi un joueur. J'ai joué de nombreuses années à différents jeux, notamment à World of Warcraft,
que j'ai arrêté vers la fin de mes études parce que quand j'ai commencé à faire de l'alternance, ça devenait compliqué de passer plusieurs heures à jouer en PvE et de manière, je dirais, compétitive. J'ai joué dans une grande guilde française qui, à l'époque, était très très bien classée au niveau Europe et au niveau mondial, voilà. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus casual au niveau des jeux. J'ai repris le jeu sur console. Après des années sans avoir joué, en fait, j'ai eu la toute première PlayStation et puis je me suis arrêté là. Et récemment, je me suis racheté une PS4 Pro puis une PS5 pour redécouvrir ce que j'avais manqué de ce côté-là, notamment chez PlayStation. J'adore les jeux narratifs, solo narratifs, ce qui me permet de pouvoir me détendre le soir quand je suis tout seul. Mon petit moment privilégié à moi. Et notamment un grand fan de God of War. À côté de ça, j'ai d'autres passions. J'ai toujours été quelqu'un qui avait plus ou moins la fibre artistique. J'ai fait du théâtre pendant plusieurs années, quand j'étais ado principalement. Et peut-être qu'un jour je monterai un one-man show. Et puis cet aspect artistique, il y a quelques années, je l'ai aussi développé au travers de la photographie. C'est quelque chose qui était assez inattendu. Mon appareil photo est tombé en panne. J'ai voulu en acheter un nouveau, donc j'ai acheté un réflexe et puis j'étais pas du tout satisfait du résultat de ce que je faisais et donc du coup j'ai pris des cours sur Paris avec un professeur, un photographe professionnel et puis voilà, j'ai appris à faire de la photo, j'en ai fait, j'ai commencé à créer un univers, à faire des photos, donc principalement du portrait, de la mise en scène, des personnages, un petit peu de mode aussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description le lien vers mon Instagram, qui malheureusement n'est plus mis à jour parce que j'ai abandonné la photo. Non pas que j'aime plus, mais par manque de temps principalement. Vers la fin, quand vraiment ça marchait assez bien, j'habitais sur Paris, donc j'étais assez bien centralisé pour pouvoir monter des séances avec des stylistes, des coiffeuses, des maquilleuses et puis bien entendu des modèles. Malheureusement, voilà, je partais le samedi et puis je faisais les retouches le dimanche et aujourd'hui je ne me vois pas la possibilité de consacrer tout un week-end à la photo et plutôt que de le faire mal ou de le faire trop lentement avec une certaine frustration que ça pourrait engendrer notamment pour les modèles qui attendraient les photos et les retouches qui prendraient énormément de temps, j'ai décidé de complètement arrêter. J'y reviendrai peut-être un jour quand les enfants seront plus grands et que j'aurai un peu plus de temps. C'est quelque chose que j'ai adoré et j'y ai passé énormément de temps. Sur la dernière année, j'ai dû faire une 60aine de shootings, c'est-à-dire plus d'un shooting par semaine sur une année calendaire. Donc voilà, je me suis donné à fond et c'est quelque chose qui restera au fond de moi malgré le fait que je ne puisse plus pratiquer autant que je le voudrais. Et puis finalement, comme j'ai plus le temps de partir faire des séances de shooting, et ben je me suis lancé dans cette chaîne YouTube. C'est aussi un aspect artistique et créatif parce que c'est un travail qu'on n'imagine peut-être pas au départ. En tout cas, tel que moi je le pratique. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire du one-shot grâce à leurs connaissances. Moi, c'est pas mon cas. Donc chaque vidéo, ça me demande de faire des recherches, déjà trouver un sujet, faire des recherches, écrire un script, et puis ensuite tourner la vidéo, la monter et la publier. Avec tout ce qui va un peu à côté, voilà, c'est quelque chose que je peux faire parce que du coup, ça me permet de rester chez moi et donc disponible, notamment pour ma famille. Mais c'est vrai que ça demande énormément de temps. Donc voilà, c'est le nouvel aspect de la créativité que j'ai découvert l'année dernière en créant cette chaîne. Et c'est toujours plus ou moins un spectacle. Et c'est comme ça que j'essaye, en tout cas, d'exprimer mon côté artistique. La prochaine question a été posée par Hugo. Une question me taraude. Mais ils parlent bien, mes abonnés. Comment réagit ton entourage proche sur l'investissement de manière générale ou plus particulièrement sur la bourse? Y a-t-il une réticence, une crainte, tout le monde s'en fiche ou au contraire une totale confiance et un entourage très concerné par l'investissement? Alors ça c'est une bonne question. En fait, je suis pas entouré d'investisseurs, mais alors pas du tout. C'est quelque chose que j'ai fait tout seul, j'ai fait mes propres démarches, j'ai pas bénéficié de l'expérience de mes proches. Et en fait, mes proches ont certainement la même approche que tous les gens qui vous entourent aujourd'hui si vous vous lancez dans l'investissement. C'est-à-dire que vous allez prendre des réflexions, pas forcément méchantes, mais le genre de ouais mais l'investissement c'est pour les riches, j'ai pas le temps de m'en occuper, c'est trop risqué, je veux pas perdre mon argent, ouais ça rapporte rien. Et c'est vrai.
Au début, ça ne rapporte rien. Je me souviens, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'étais tout fier d'envoyer des screenshots à certains de mes proches. Regarde, j'ai touché mon premier dividende, j'ai touché 12 centimes. Les gens avaient un léger rictus. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez expérimenter ou que vous avez déjà sans doute expérimenté. Parce que c'est vrai, au départ, ça prend du temps à se mettre en place et suivant l'enveloppe que vous allez mettre sur votre compte d'investissement et quel que soit le placement, entre guillemets. À part si évidemment vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros à placer d'un coup, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et ben oui, au début, ça va pas rapporter grand-chose. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, j'ai commencé, je touchais quelques centimes, puis quelques dizaines de centimes, quelques euros. Aujourd'hui, j'en suis au stade où je touche quelques dizaines d'euros par mois. C'est pas énorme, mais ça va grossir au fur et à mesure. Et j'y crois, j'en suis persuadé, mais c'est quelque chose qui est vachement abstrait pour les gens autour de moi, parce que pour eux, placer des milliers d'euros pour toucher 10 balles à la fin du mois, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Sauf qu'en fait, ils ne voient qu'à court terme. Ces fameux 10 euros par mois, eh bien, il faut les accumuler entre eux, ça va devenir quelques dizaines d'euros, et puis sur 12 mois, ça va faire quelques centaines d'euros. Et ça paraît souvent dérisoire, mais en fait, si vous comparez à ce que vous allez placer, ce que vous allez toucher comme intérêt sur un livret, bah c'est beaucoup mieux en fait. Surtout que le livret a un taux fixe qui est revu par les autorités assez régulièrement. Là, on l'a vu avec l'inflation, le taux du livret est vachement monté, mais il va redescendre. Alors que moi, mes dividendes, en théorie, ne devraient pas redescendre. Voilà. Donc, c'est vrai que les gens autour de moi n'ont pas forcément cette visibilité à moyen ou long terme en se disant ça va rapporter et les intérêts composés vont faire en sorte que ce revenu que je suis en train de me créer, eh ben, il va augmenter au travers des années. D'ailleurs, les intérêts composés, très peu de gens savent ce que c'est et comment ça fonctionne. Si c'est votre cas, par exemple, je vous remets la petite vidéo où j'avais commencé à en parler ici, ou là, plutôt. Et voilà, les intérêts composés, ça demande du temps et les gens souvent n'ont pas envie d'attendre. Et ça, malheureusement, c'est le fléau qui empêche les gens d'avancer financièrement. Ça, c'était pour le côté bourse. C'est vrai que pour l'immobilier, alors c'est assez récent parce que ça fait moins d'1 an que j'ai acheté mon appartement. D'autant plus que c'est dans le cadre d'un dispositif Pinel, donc surtout pour défiscaliser. Alors, le regard est un peu plus gentil parce que l'immobilier a une meilleure image au niveau des gens par rapport à la bourse. Mais c'est vrai que si je rentre dans le détail de ce que j'ai fait, par exemple, les gens ne comprennent pas parce que pour eux, on achète un appartement ou un bien immobilier pour gagner de l'argent. Moi, en fait, à court terme, je ne gagne pas d'argent. J'économise au niveau de mon imposition grâce au dispositif Pinel et ça me coûte de l'argent. Je n'ai pas un cash flow positif. Et ça, c'est pareil. Les gens ont un peu de mal en se disant, mais attends, t'achètes un appartement et ça te coûte de l'argent. Oui, en fait, ça me coûte un effort d'épargne, mais si on retire cet effort d'épargne à l'amortissement de l'appartement, dans quelques années, je vais toucher un gros chèque. Et c'est pareil. Dans quelques années, pour la plupart des gens, c'est difficile de l'imaginer, c'est trop abstrait. Question de Eric. Alors, Eric, merci beaucoup pour toutes tes questions. Je les ai séparées pour essayer de faire plusieurs parties dans ma vidéo. Donc, je vais y répondre un peu plus tard, mais je commence par celle-ci. Félicitations pour ta chaîne. On regarde chaque nouvelle vidéo en couple. C'est mignon. Et joyeux anniversaire. Merci. Est-ce que tu parles de finance bourse à ton entourage? Est-ce un sujet que tu évites car c'est dans l'esprit de beaucoup de personnes quelque chose pour les riches? Donc, je viens en quelque sorte d'aborder le sujet. C'est une question un peu redondante. J'ai essayé d'en parler autour de moi en essayant de convaincre les gens qu'il fallait qu'ils s'y mettent. D'un point de vue de ma famille, aucun résultat. C'est pas quelque chose qu'ils ont en tête à très court terme. Et d'un point de vue de mes amis, je voulais absolument, entre guillemets, partager la bonne parole. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que j'ai proposé plusieurs fois, écoutez, je peux vous expliquer, on peut en discuter, machin, j'ai eu des réponses du genre, oui, on verra. Et puis finalement ça s'est jamais fait. Donc j'imagine que c'est pas quelque chose qui les intéresse énormément. Donc du coup je vous en parle à vous. En fait, j'ai tendance à parler assez facilement d'argent et suivant les personnes en face de moi, c'est pris de manière assez différente. Pour les gens qui gagnent bien leur vie, ça les intéresse un petit peu. Peut-être. Et puis pour les gens qui ont un salaire un peu moins élevé, du coup, encore une fois, ouais, c'est pour les riches, quoi. Ils se voient pas mettre quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros tous les mois dans un investissement. Pour eux, ils sont plutôt dans une phase d'épargne. Alors après, je ne connais pas la situation de chacun, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être pas arrivés à cette maturité financière où on passe du stade de l'épargne
au stade de l'investissement. Ça me fait un peu mal au cœur parce que quand ils y arriveront et quand ils voudront le faire et que peut-être ils reviendront vers moi, je leur dirai, bah ouais, mais j'ai essayé de t'en parler avant et puis finalement t'as perdu 3, 5 ou 10 ans et 3, 5 ou 10 ans dans les investissements, c'est énorme. Donc j'espère qu'ils mettront en place assez rapidement. En tout cas, je leur souhaite. J'ai essayé, mais voilà, ça n'a pas pris. Peut-être que j'ai pas eu les bons mots, ou peut-être que j'ai pas été assez convaincant. Toujours est-il que c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis toujours super open pour en discuter. Donc si il y a certains des gens de mon entourage qui se reconnaissent et qui veulent en discuter, n'hésitez pas, je suis toujours disponible pour en parler. Puis peut-être voir un peu plus en détail ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Donc, deuxième question d'Eric. Quelle est la chose qui t'agace le plus dans le YouTube Game Finance? Plein de choses. Alors déjà, je vais commencer par le plus simple. Toutes ces personnes qui t'expliquent qu'ils ont 15 sources de revenus. Alors c'est bien, hein, si c'est le cas, effectivement, c'est une bonne chose. Moi, j'en ai pas 15. Mais pourquoi je considère que j'en ai pas 15? Parce que ces gens-là, en général, ils vont t'expliquer qu'ils ont investi 300 € sur un PEA et que du coup ils touchent 8 centimes de dividendes par mois. Pour moi, c'est pas un revenu en fait. Pas encore. Enfin, effectivement, ça rapporte de l'argent, mais ils t'expliquent voilà qu'ils gagnent de l'argent grâce à ça. Non, ils sont en phase d'apprentissage. Mais on peut pas appeler ça un revenu, je suis pas d'accord. Ensuite, il y a les gens qui te vendent des formations. Des formations ou des accompagnements. Alors ça va un peu ensemble. Et quand tu regardes ces gens-là, en fait, ils ont commencé à investir il y a 3 mois, quoi. Mais ils comptent sur ces formations pour pouvoir générer un revenu. Alors, la démarche est super bonne, mais j'ai un peu de mal avec les gens qui ont peu de scrupules, je dirais, à essayer d'accompagner des gens alors qu'eux-mêmes mériteraient d'être accompagnés. J'ai un YouTuber qui m'a contacté pour m'offrir un accompagnement sur ma chaîne YouTube pour m'aider à me développer. Et le problème, c'est qu'en fait, cette personne-là, elle avait, allez, peut-être 1000 ou 1500 abonnés de plus que moi. Du coup, je me suis dit, le mec est un peu gonflé, quoi. Enfin, moi, j'aurais des scrupules à aller voir un type. Aujourd'hui, j'ai 1000 abonnés, il en a 100, et je vais lui dire, attends, je vais t'expliquer comment marche YouTube et comment tu vas faire pour générer beaucoup plus d'abonnés. Je veux dire, autant un YouTuber qui a 50 000 ou 100 000 abonnés, ok, je veux bien, mais voilà, ces gens-là, ils veulent aller plus vite que la musique, et c'est quelque chose qui m'agace un peu, quoi. Alors, ça fait un peu hautain de dire ça, mais j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de choses à apprendre d'un mec qui a à peine 1500 abonnés de plus que moi. D'autant plus que cet accompagnement, il est pas gratuit, hein, évidemment. On met pas le prix dans le mail qu'on envoie, mais si tu veux, on en parle, machin. Ok, on a compris, quoi. Tu veux faire du blé, mais moi, je suis pas un pigeon. Je suis désolé. Peut-être que ça marche, hein, peut-être. Mais déjà, moralement, c'est un peu discutable. Et puis voilà, aujourd'hui, je le ferai peut-être dans quelques années, quand j'aurai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, que j'espère, évidemment. Quand j'aurai réussi à monétiser cette chaîne aussi, parce que c'est un objectif. Je vais pas mettre ça dans ma liste de mes 15 revenus passifs, mais oui, aujourd'hui, 1000 abonnés, c'est la première étape. Il me manque les heures de visionnage, mais à moyen terme, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, ne serait-ce que pour rentabiliser un petit peu les investissements que je fais sur la chaîne, parce que j'ai des abonnements pour le référencement, pour les graphismes, ce genre de choses, donc ça me coûte de l'argent aujourd'hui de faire des vidéos sur YouTube, et si je pouvais ne serait-ce que rentabiliser ça, c'est-à-dire à hauteur de quelques centaines d'euros par an, bah ce serait déjà ça de prix, voilà, et du coup cette chaîne me coûterait plus rien, et à ce moment-là, ouais, j'aurais une certaine légitimité quelque part pour pouvoir accompagner les gens par mon expérience. Et puis pour tout ce qui est formation, c'est exactement la même chose, hein. Je veux dire, il y a à boire et à manger au niveau des formations. Il y en a qui sont très bien, je suppose, parce que j'en ai encore jamais fait. Et puis il y en a d'autres, ça doit être pas grand-chose. Et payer 1000 ou 2000 euros une formation qui, en plus, serait prise en charge avec ton compte formation, machin, truc... Enfin, ça m'énerve, ça m'énerve. Julien François, salut Romain, comment tu t'es formé en bourse, formation livre, vu que tu investis tous les mois sur différents titres vifs, comment tu les sélectionnes et également combien de temps tu passes pour les analyser? Voilà, pour moi, à plus. Alors, comment je me suis formé? En fait, j'ai découvert, comme beaucoup, je suppose, avec Sébastien Coubard. Voilà. Je suis tombé dessus, je crois, un peu avant le confinement. Et du coup, déjà, je l'ai trouvé
assez intéressant. Je le connaissais, en tout cas j'avais déjà entendu parler de lui pour le business qu'il avait monté sur Facebook et tout. Et puis quand j'ai vu sa tête, je l'avais jamais vu en photo ni quoi que ce soit, je connaissais juste de nom. Quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, lui c'est un filou. Il a une tête de filou. Et vraiment, et je me dis, c'est un mec débrouillard et l'écouter, ça doit être intéressant. Donc j'ai écouté ce qu'il avait à dire et effectivement, c'était très intéressant, tant sur le fond que sur la forme. Alors, je le connais pas personnellement, mais j'ouvre la porte, Sébastien, si tu nous regardes. Voilà, c'est un mec, voilà, que t'as envie d'inviter à l'apéro parce que il a des choses à raconter et il a un verbe, il a un débit qui est assez intéressant. J'ai commencé par ça et puis du coup, j'ai mené mes propres recherches derrière pour découvrir un peu le monde de la bourse qui m'était, mais alors, totalement inconnu. Même Warren Buffett, je connaissais de nom, mais je savais pas exactement ce qu'il faisait, ce qu'il avait fait dans sa carrière, ce genre de choses. Principalement, j'ai regardé des vidéos YouTube de beaucoup de créateurs de contenu parce que c'est le support qui m'intéresse le plus. Je peux rester concentré sur une vidéo pendant 1 heure sans problème si je suis bien installé. Et après, j'ai réfléchi sur ma situation, sur ce que je voulais faire et je me suis pas lancé comme ça à corps perdu. Et c'est comme ça que j'ai décidé de baser ma stratégie sur les actions à dividendes parce que c'est quelque chose qui colle à ce que j'attends de l'investissement en bourse. C'est quelque chose qui vraiment collait à ce que j'attendais. Donc j'en ai déjà discuté dans cette vidéo-là où je vous expliquais comment j'investis en bourse et c'est comme ça que j'ai commencé. Combien de temps ça me prend Alors ça m'a pris beaucoup de temps au départ. Maintenant, mon portefeuille il est plus ou moins établi. Vous verrez en regardant la vidéo que je viens de vous mettre en haut de l'écran. L'articulation, je dirais la colonne vertébrale de mon portefeuille, elle est déjà en place. Aujourd'hui, ça ne me prend pas énormément de temps parce que je ne change pas vraiment les actions sur lesquelles j'ai investi. Je me tiens quand même au courant de l'actualité, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire et ça me permet de faire des arbitrages, mais aujourd'hui, clairement, l'investissement ne me prend pas énormément de temps. Je regarde, comme je vous ai déjà montré dans mes revues de portefeuille, où j'en suis d'un point de vue de ma répartition sectorielle et je rééquilibre. Alors bien entendu, des fois, en fonction de l'actualité, il peut y avoir des choses qui se modifient dans le portefeuille, des choses que je subis plus qu'autre chose. Je pense notamment à EPD qui a été retiré de chez Trading 212 suite à la nouvelle loi conservatrice aux États-Unis. Je pense à Store Capital qui a été privatisé. Enfin voilà, ce genre de choses, je les subis et je réactualise à ce moment-là mon portefeuille en conséquence. Donc je me replonge un petit peu dans mes recherches. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe et dans quoi est-ce que je pourrais réinjecter l'argent qui a été déplacé sur mon compte. Et voilà, c'est l'histoire de quelques heures à ces moments précis, mais sinon, de manière mensuelle, en toute franchise, ça ne doit pas dépasser 1 heure, quoi. C'est dur au départ, mais après, ça va très vite. Question de Auré WTM Planner. Et sinon, mis à part ta chaîne, que conseilles-tu comme lecture vidéo sur l'éducation financière? Alors, comme je le disais, moi je me suis beaucoup formé sur YouTube parce que le format vidéo, c'est quelque chose qui est très bien adapté à mon mode d'apprentissage et de compréhension. Pas de livre parce que je sais pas lire. Les livres, alors j'en ai lu quelques-uns. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. J'ai lu L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Il y avait une vidéo que j'avais vue aussi sur la chaîne des Brigades du Fric, qu'on ne voit plus beaucoup, ils mettent plus beaucoup à jour leur chaîne, mais c'était un très très bon contenu, donc si vous avez l'occasion, vous pouvez revisiter leur chaîne. Ça s'appelait Le Facteur Latte, je crois, et il parlait de ce bouquin, et du coup je l'ai acheté, je l'ai lu, et c'est vrai qu'il était assez intelligent sur le fait notamment de prendre les petites dépenses que l'on fait tous les jours comme le café et se dire voilà, au lieu de payer ton café 2 € tous les jours, bah à la fin du mois ça te fait cette somme là, qu'est-ce que ça fait si tu l'investis, et entre la mauvaise dépense et la bonne dépense, qu'est-ce qui va te coûter de l'argent et qu'est-ce qui va t'en rapporter. Donc ça c'était assez original comme sujet et j'ai bien aimé. Après comme je disais voilà, moi je suis plutôt axé sur les vidéos. Alors
Qu'est-ce que je regarde au niveau des vidéos? Sébastien Coubard, évidemment. Il y a beaucoup de contenu qui est assez intéressant. Xavier Delmas, j'adore Xavier Delmas sur la chaîne Zone Bourse. L'aspect psychologie des marchés, c'est quelque chose que j'adore. Et il a des grands yeux hypnotisants. D'une manière générale, le contenu de la chaîne Zone Bourse est assez intéressant aussi. Les émissions de Boursorama, ils ont beaucoup d'émissions avec des invités externes. Ça peut donner un petit peu un panel au niveau des points de vue qui est assez enrichissant, je trouve. Et au niveau des créateurs de contenu, des youtubeurs, qu'est-ce que je regarde? La chaîne Top Invest, un youtubeur qui est basé au Canada, si je me trompe pas, et qui fait ce qu'il appelle des analyses quantitatives, c'est-à-dire que il va décrypter les chiffres des rapports financiers des entreprises, et c'est souvent très pertinent. Alors c'est un niveau un peu élevé, hein. Pour les débutants, vous pouvez vous noyer un petit peu avec son contenu, mais une fois que vous avez un certain niveau, c'est très intéressant ce qu'il fait. Axel Paris, que j'aime beaucoup, c'est un petit jeune qu'en veut, qui est à la fois entrepreneur et investisseur, et il fait du contenu super qualitatif. On a discuté un petit peu sur Twitter, il a publié un livre qui est très intéressant aussi, et on avait discuté de faire du contenu en commun. Malheureusement, avec ma situation personnelle en ce moment, c'est un peu compliqué, mais Axel, si tu passes sur la vidéo, je t'ai pas oublié, je te promets que je vais revenir, et que dès que j'aurai un peu de temps, on fera ce dont on a parlé. Valérie, aussi, copine de Sébastien Coubard, copine, pas au 100% amoureux, hein, mais la collègue de la Monnaie Academy, parce qu'elle a un profil qui se rapproche un peu du mien en termes d'investisseur, même si elle est plutôt axée sur l'immobilier et ses immeubles. Je me sens assez proche d'elle en tant que profil d'investisseur. Clément Bravo, j'aime bien aussi, un peu moins pauvre, Nicolas Chéron, évidemment, qui est un analyste très talentueux et très intéressant à écouter parler. Et puis il y en a plein d'autres, en fait, je vais pas passer toute la vidéo à les citer, mais c'est vrai que au niveau, autant pour les investissements en soi ça me prend pas beaucoup de temps, autant je passe beaucoup de temps le soir plutôt que de regarder un film ou une série. Ça m'arrive de passer carrément une soirée à voir un petit peu les contenus des différents youtubeurs sur des sujets divers et variés qui m'intéressent, et ça par contre effectivement ça peut me prendre du temps, parce que si je le fais 2-3 fois par semaine et que je passe 2-3 heures par soir, oui, à la fin du mois ça fait beaucoup de temps. Question de Hugo, je vais être lourd, mais à quand une petite déco en arrière-plan Mister? Alors ça, je pense que tout le monde m'a fait plus ou moins la remarque. Ça me fait même penser à un commentaire qui a été posté sur ma toute première vidéo. Je vais le retrouver, je vais vous le mettre en screenshot, où on me disait, en fait, t'as tellement bien investi qu'il te reste plus rien et que les huissiers sont venus vider chez toi. Donc non, en fait, personne n'est venu vider chez moi, c'est juste que voilà, je travaille, en tout cas je tourne dans mon espace de travail qui est situé dans mes combles, et mes combles, à part mon bureau que vous voyez pas, mais voilà, j'ai beaucoup investi sur mon poste de travail, parce que ça me sert à la fois pour mon télétravail, pour le boulot, et puis pour la chaîne YouTube. Donc j'ai fait un gros investissement, mais il est côté caméra, donc vous ne voyez pas. Du coup, il me restait plus grand chose pour faire l'arrière. Et puis là, on est en train de déménager un petit peu, donc très récemment, vous voyez que j'ai un peu plus de meubles. C'est vrai qu'il faut que je fasse un effort sur la déco. Je vais peut-être acheter des lumières, des LED ou un truc comme ça, pour essayer de mettre un peu plus de vie derrière moi. Mais en même temps, ce qui compte, c'est ce qu'il y a au premier plan, pas à l'arrière-plan, non? Question de Tony. Salut, tu peux parler un peu de crowdlending? Oula, crowdlending avec le débouché, c'est une horreur. Donc, on fait bien la distinction entre le crowdlending et le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est de l'investissement participatif, et le crowdfunding, c'est le prêt aux particuliers. Je trouve ça un peu risqué en fait. Peut-être que je me lancerai, ça fera peut-être l'objet d'un défi un peu plus tard, parce que ça peut être intéressant, notamment. Écoutez, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et si je vois qu'il y a assez de commentaires, peut-être que je lancerai l'investissement sur Pierre Berry, et que je vous ferai une vidéo sur l'application en elle-même, comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Je le ferai plutôt pour le fun, entre guillemets, que pour l'investissement long terme. Eric, encore et toujours, il y a crypto dans Frick, mais quasi pas dans les vidéos. Pourquoi? Tu as pris de la distance, ça colle pas avec le reste du contenu de ta chaîne. Alors, j'ai investi en crypto, mais j'ai investi très tardivement. Je pense que j'ai investi au plus mauvais moment, comme la plupart des gens, c'est-à-dire au confinement, et donc du coup, tout le monde a voulu investir dans la crypto, ça les a fait gonfler, et on voit bien que là, il y a eu, même si très récemment, là, quand je dis très récemment, c'est une histoire de semaines,
le marché des cryptos va mieux, mais on a eu un bear market monstrueux où tout le monde a perdu beaucoup d'argent, entre autres aussi avec des scandales comme Tether ou comme FTX par exemple, hein, sur les derniers mois. Et la crypto, alors moi je trouve ça intéressant, mais faudrait que je me forme un peu plus, que j'ai une stratégie d'investissement crypto qui est très basique et qui potentiellement ne sera pas forcément passionnante à raconter. Mais le gros problème, avant même mes compétences personnelles et ma légitimité pour parler de ce sujet, c'est comment les gens voient les cryptos. Et ça, je fais très attention à ça parce que j'ai bien vu autour de moi les gens qui s'intéressent à mettre de l'argent dans la crypto. Je dis même pas à investir, hein, je dis seulement à mettre de l'argent dans la crypto. C'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont gagner des sous rapidement. Et ça, je le dis, je le répète, persiste et signe. Si c'est rapide, c'est qu'il y a un loup. Et j'ai un exemple très récent, hein, alors, je ne vais pas citer la personne. Si jamais elle se reconnaît, ne le prends pas méchamment, mais voilà, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai limité un petit peu le sujet des cryptos sur ma chaîne. Donc, j'ai une personne qui est venue me voir sur Facebook, une personne que je connais, hein, qui était dans mes contacts, et qui m'a dit « Ouais, salut Romain, je regarde un petit peu ta chaîne, c'est sympa et tout, et je voudrais savoir... » Qu'est-ce que tu penses des cryptos? Parce que j'ai lu plein de trucs, j'ai vu plein de vidéos, mais je sais pas trop quoi en penser, mais je voudrais me lancer. Au lieu de répondre à sa question, j'ai posé une autre question. Je lui ai demandé, écoute, c'est quoi ton objectif si tu veux mettre de l'argent dans les cryptos? Et je m'attendais à une réponse, mais pas à ce point-là. En gros, cette personne m'a expliqué, ouais, j'ai vu une vidéo ce week-end, en gros, tu mets 300 € et après, tu reviens avec 3000 € en 5 heures. Mais enfin, faut revenir un peu sur Terre. Faire un x10 en 5 heures. Mais non, en fait. Et je lui dis, écoute, mais pourquoi, en fait? Il me dit, ouais, bah j'aimerais bien arrondir mes fins de mois. Et je lui dis, stop, tu t'arrêtes tout de suite. Parce que non seulement tu vas pas arrondir tes fins de mois, mais en plus tu vas te faire plumer. Et c'est ça le problème avec les cryptos, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Ce sont des gens qui vont éprouver le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire... la frustration de se dire qu'on loupe le train, mais en fait, le train est pas parti. Le train, c'est un mirage qu'on vous a vendu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme on dit. Effectivement, il y a peut-être des gens qui vont faire du x10, du x100, mais ça reste une très petite minorité, et du coup, bah, ça vend un peu du rêve, et les gens se disent « Ah, je vais aller investir dans les cryptos, je vais me faire de l'argent facile. » Non, non, l'argent facile n'existe pas. Faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Et donc, du coup, j'ai dit à cette personne « Écoute, je peux pas t'aider, parce que tu cours après un mirage. » Et moi, la philosophie de ma chaîne, c'est justement de balayer un peu tout ça, de retirer un peu ces images qu'on pourrait vous vendre, et faire de l'investissement, entre guillemets, en bon père de famille, quelque part. Et pour ça, effectivement, les performances sont pas impressionnantes. Moi, je mise sur le temps, parce que je sais que le temps fait fructifier l'argent. Si aujourd'hui, on retire le facteur temps, avec les cryptos, c'est trop dangereux, beaucoup trop dangereux, et donc du coup, j'ai du mal à aborder la crypto sur la chaîne. Je vous ferai certainement une vidéo sur mon portefeuille pour vous montrer un peu ce que moi je fais, mais gardez bien à l'esprit que déjà, j'ai pas investi beaucoup en crypto, et ensuite, j'ai encore une fois, un investissement très classique, très sécurisé. Je veux pas vendre du rêve et je veux pas que les gens qui regardent cette chaîne perdent de l'argent avec les cryptos. Je conseillerais plutôt de se tourner vers de l'IMO, vers du crowdlending ou vers de la bourse, parce que la bourse, par exemple, bah voilà, on sait très bien que après un investissement long terme, le risque de perdre de l'argent, il est quasi nul. Avec les cryptos, les gens font n'importe quoi et perdre de l'argent, et ça me fait peur. Encore une question dorée, quel a été ton premier investissement long terme et pourquoi? Vous la voyez venir, la réponse bateau ou pas? Ouais, je sais, je vais avoir une réponse bateau, mais le premier investissement long terme que j'ai fait, c'est moi. C'est me former pour découvrir un peu ce qu'étaient les finances personnelles, pour découvrir l'investissement IMO, pour découvrir la défiscalisation, pour découvrir la bourse. Et si j'avais pas fait ça, je serais comme j'étais il y a quelques années, avec une situation financière pas mauvaise, mais encore certainement au stade de l'épargne. Et du coup, j'aurais pas découvert le monde de l'investissement. Et je pense que la première étape pour
chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, c'est de passer par là, de faire un investissement sur vous, de vous former, de vous documenter, de comprendre les différents mécanismes des investissements pour ensuite pouvoir vous lancer. Et puis pour répondre à la question derrière cette réponse un peu bateau, mon premier investissement long terme, ça a été l'ouverture de mon compte titre, donc la bourse. C'est pour ça que je parle toujours de la bourse. Mais ça a été la première chose parce que mon investissement immobilier, il est extrêmement récent. Comme je le disais, il a moins d'1 an. Et donc, du coup, oui, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup plus récemment. Question de Claude. Bonjour Romain. Tu dis investir dans les actions pour le dividende. Pourtant, il y a des actions comme Air Liquide, par exemple, qui n'offrent que 1,82% de dividendes bruts. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce choix? D'avance, merci. Et aussi, merci pour ta chaîne bien intéressante. Faut bien comprendre que investir dans les dividendes, même si moi je mets beaucoup en avant ma répartition sectorielle, vous pouvez très bien investir dans les dividendes au travers de différents portefeuilles avec différents objectifs. Il y a une chaîne qui a été créée par un youtubeur qui s'appelait Mister Dividende. Il ne publie plus depuis un certain moment, mais vous pouvez toujours consulter les vidéos qui sont toujours en ligne. Il était extrêmement intéressant parce que justement, lui, il avait divisé ses investissements dans les dividendes au travers de 3 portefeuilles. Il avait un portefeuille croissance, donc avec des dividendes à forte croissance, un dividende, comment il appelait ça? Conservateur, avec des actions comme Air Liquide qui n'avaient pas un très gros dividende mais qui étaient extrêmement safe, et puis un dernier portefeuille avec des dividendes beaucoup plus élevés mais aussi beaucoup plus risqués. Et donc du coup, il avait nivelé avec 3 portefeuilles différents les risques qu'il prenait sur ses dividendes. Moi, je le fais aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, les actions au travers lesquelles j'investis n'ont pas du tout le même profil. Air Liquide, c'est un dividende qui est extrêmement safe. Alors, en plus, il a une particularité, c'est que même s'il y a un dividende assez faible, un yield assez faible, l'action, elle, est croissante. Donc, ça veut dire qu'en plus du dividende, il y a la croissance de l'action qui fait qu'on gagne de l'argent avec des plus-values latentes. Et ils ont aussi un programme de fidélité. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'appelle ça un programme de fidélité qui rapporte 10% en actions tous les 2 ans. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple personnel, j'avais une action et l'année dernière, j'ai touché 0,1 action supplémentaire. Donc, du coup, c'est tout bénef pour moi. J'ai 1,1 action aujourd'hui et je touche les dividendes sur 1,1 action. Donc, faut voir un petit peu le profil un peu particulier d'Air Liquide. Mais le fait est que, pourquoi j'ai investi sur Air Liquide? Parce que c'est un dividende safe. Aujourd'hui, si j'ai des dividendes plus élevés, ils sont un peu plus risqués peut-être par rapport à Air Liquide. Donc voilà, faut essayer de voir un petit peu. On n'investit pas dans les dividendes pour avoir uniquement des dividendes supérieurs à 5 ou 6% de yield. Je rappelle que voilà, plus c'est haut, plus c'est risqué en général. Il y a souvent ce qu'on appelle le dividende trap, le piège à dividende, où on met un dividende extrêmement élevé pour cacher la situation un peu inquiétante de l'entreprise. Et donc du coup, c'est bien d'investir sur ces genres d'actions, mais si au bout de 2 ans, vous aviez investi, je sais pas, 1000 € et que l'action aujourd'hui, elle en vaut plus que 400, vous avez perdu de la valeur, même en ayant touché 6% de dividendes. Donc, il faut essayer de voir un petit peu tout ça. Chaque action a son propre profil et vous pouvez mixer les différents profils pour diversifier encore plus vos investissements dans les actions à dividendes. Encore et toujours Eric, le fait que tu vises un camembert sectoriel parfait et équilibré pour ton portefeuille d'actions à dividendes me laisse penser que tu es un adepte de l'optimisation et du contrôle. Merci docteur, combien je vous dois? Mais paradoxalement, sauf erreur de ma part, il me semble que tu prends certaines actions disponibles pour PEA, Vinci, Total, L'Oréal, sur un CTO. Pourquoi? Vu la fiscalité avantageuse du PEA, c'est vrai que ces actions françaises, c'est un peu un caillou dans la chaussure. Pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai ouvert d'abord un compte titre et j'avais pas de PEA. J'en ai ensuite ouvert un, notamment au nom de ma femme. Le problème, c'est que le PEA, je n'investis dedans que au travers d'ETF capitalisants. Et ça m'a bien fait rire. L'autre jour, j'ai vu un youtubeur faire un short en disant « J'ai honte, mais voilà, les investissements pour ma femme, c'est moi qui les gère et je les mets en ETF capitalisants. » Ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est exactement ce que je fais. Et donc, du coup, je ne veux pas mettre d'actions à dividendes dans le PEA. J'essaye un peu de séparer mes différentes stratégies et mes différents portefeuilles. Donc, du coup, j'ai commencé avec un CTO et j'ai mis des actions françaises dans ce CTO. Comme je ne veux pas les migrer sur le PEA, je suis confronté à une interrogation, qu'est-ce que je fais de ces fameuses actions françaises? J'en ai pas beaucoup, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Je me dis que de toute façon,
imposé à 30%, c'est mieux que rien. Mais en même temps, j'avoue, ça fait un peu tâche. Je suis plein de paradoxes. Donc du coup, je me pose la question, peut-être qu'à la fin de l'année, je ferai un arbitrage, notamment pour la fiscalité. Alors, on sait que la période de décembre, c'est le rallye fiscalité où tout le monde va acter ses plus-values et ses moins-values latentes pour essayer d'optimiser la fiscalité. Bon, en plus, le fait est qu'en tout cas aujourd'hui, ces actions, elles sont en plus-value latente, donc je vais toucher de l'argent. Mais oui, peut-être qu'à la fin de l'année, je les retirerai carrément de mon portefeuille parce que, ouais, ça fait tâche. C'est vrai. Prochaine question de... Oula, faut que je lise, attention. Tripera est Ortulski. Désolé pour la prononciation. Hein. Bonjour, investis-tu sur le crowdfunding immobilier ou du crowdlending? Si oui, sur quelle plateforme? Sinon, penses-tu t'y mettre? Est-ce que Brix, c'est considéré comme du crowdfunding? J'ai envie de dire oui, même si le système des royalties était un petit peu original, on va dire. Mais ça, ce modèle-là est révolu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Brix, je vous la mets là. Donc oui, j'ai déjà parlé de Peerberry. Il y a d'autres plateformes aussi qui m'ont plus ou moins intéressé. Malheureusement, j'essaie de pas trop m'éparpiller parce que, notamment pour la déclaration fiscale en fin d'année, ça devient vite le bazar. En crowdfunding immobilier, il y en a une qui m'intéressait vraiment. C'était Realty qui permet d'investir dans de l'immobilier fractionné et toucher des loyers en crypto-monnaie. C'est une excellente alternative à Brix et ça permet de mixer à la fois le financement participatif et les cryptos. Sinon, dans un cadre un peu plus classique, je dirais, il y a la première brique aussi, qui est une plateforme assez intéressante. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de voir. Peut-être que j'essaierai de constituer une petite enveloppe que je mettrai sur une de ces plateformes et puis au bout de quelques mois, voire d'une année, on fera le point ensemble pour voir un petit peu que ça a donné. Oui, c'est une bonne idée, on pourrait faire ça. Bergamo, salut Romain, possèdes-tu un PEA-PME? Et si oui, quel titre possèdes-tu? Merci pour tes vidéos. Non. J'ai répondu à ta question? Non, j'ai pas de PEA-PME. C'est un peu le même principe que les small caps en bourse. Ça peut très bien marcher, on peut faire du x10, x100 en mettant des sous sur une petite pépite. Mais moi, en tant qu'investisseur, bon père de famille, voilà, je me base plutôt sur les large caps. Les entreprises qui sont déjà un minimum matures et qui ont atteint une capitalisation conséquente. Donc c'est pas quelque chose qui, là, de but en blanc, m'attire. J'en ai pas, je me suis pas forcément beaucoup renseigné sur le sujet. Pourquoi pas un jour, mais pas pour le moment. TS. Bonjour Romain, pour toi, quelle est ton action dividende préférée sur CTO PEA? Pas celle avec la plus de rentabilité, non, mais la plus safe et en laquelle tu crois sur le long terme, sans douter. Merci pour ton contenu et surtout pour toute la transparence. Voilà, la transparence, c'est normal. Autant que faire se peut, j'essaye d'être le plus transparent possible. Parce que bah du coup, c'est un retour d'expérience pour vous, quelque part. Donc je compte faire une vidéo sur un sujet sur lequel je me suis bien gaufré, en toute transparence. Parce que c'est bien de vous montrer quand ça marche, mais c'est encore mieux de vous montrer quand ça marche pas. Et d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc ça, c'est, je pense, une vidéo qui arrivera prochainement sur la chaîne. Alors, pour les actions à dividendes. Pour le CTO, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment les Dividend King, où vous pouvez investir les yeux fermés. Alors je sais, en théorie, on ne doit pas dire ça, mais moi, genre, j'investis sur les Dividend King les yeux fermés parce que ce sont des entreprises qui versent un dividende depuis plus de 50 ans, un dividende croissant. Il y a des règles très strictes. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus aussi, mais on parle souvent des dividendes aristocrates et des dividendes King, mais Standard & Poor's, donc S&P, avait publié il n'y a pas longtemps sur son site un rapport, notamment à propos de ces king et de ces aristocrates, et n'est pas king ou aristocrate qui veut. Il faut vraiment suivre un certain nombre de règles, notamment verser un dividende continu et croissant pendant un certain nombre d'années. 30 pour les aristocrates et 50 pour les kings. Donc ouais, les actions comme Coca-Cola ou McDonald's, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense que faudrait vraiment un cataclysme pour que ces boîtes-là, elles coupent leurs dividendes, voire même qu'elles le baissent. Aujourd'hui, elles ont une stature qui leur permet, même en cas de coup dur, en tout cas temporairement, de maintenir et faire croître leurs dividendes. Donc ça, là-dessus, pas de problème pour le CTO. Pour le PEA,
alors je vais essayer de prendre une action française, hein. Je dirais Total. Je pense que Total a un historique très solide. Et concernant les plans d'avenir, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Je pense que vraiment, c'est une boîte qui est bien gérée. Elle est beaucoup décriée. C'est vraiment elle qu'on prend pour cible, notamment avec la crise financière en ce moment. Mais ça montre bien que voilà, elle est bien gérée et que elle fait des bénéfices. Donc ça permet pour les investisseurs de pouvoir mettre de l'argent sans trop s'inquiéter. Une autre question du Bibs. Je me permets une autre question. Si tu devais avoir une seule action PEA, tu choisirais laquelle? Et même question version CTO, que choisirais-tu? Félicitations pour les 1 an et pour les 1000 abonnés. Merci. On a parlé des actions à dividendes. Là, je vais partir du principe que c'est des actions de croissance. Pour le PEA, je pense qu'il n'y a pas photo. LVMH. Vu les performances sur les dernières années, je vois pas qui d'autre on pourrait choisir sur PEA dans le cadre d'une action de croissance. Et d'une manière générale, le luxe. On parle d'LVMH, mais il y a aussi Hermès, par exemple. C'est voilà, des boîtes de luxe. Le luxe, je connais pas la crise. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai des gens autour de moi qui travaillent dans ce domaine-là. Il y aura toujours des gens qui seront intéressés par les produits de luxe, qu'importe leur objectif. Il y a des gens qui cherchent le bling-bling à se mettre en avant et d'autres qui cherchent la qualité du produit. C'est des entreprises qui se portent très bien et à mon avis sont des entreprises qui se porteront toujours bien. Donc sans hésitation pour le PEA, si je devais choisir une action de croissance, ce serait LVMH. Pour le CTO, du coup, je vais choisir une action américaine, ça paraît logique. Compte tenu de mon affinité avec le domaine des technos, je dirais Microsoft. Parce que Microsoft, c'est une boîte que je connais assez bien, c'est un mastodonte depuis des années et malgré ça, c'est une entreprise qui a su ne pas louper le coche de la technologie. Voilà, au début, c'était le hardware, après ça a été Windows. Il y a toujours un petit peu de hardware, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Microsoft, la plupart de son chiffre d'affaires le fait grâce au cloud et aux services qui sont associés. Et donc voilà, c'est une entreprise qui aujourd'hui a un portefeuille de services et produits impressionnant, qui est très diversifié. Je vois pas Microsoft dans les prochaines années couler ou même ralentir la cadence. J'aurais pu la comparer avec Google, mais Google étant plus récente, j'aurais tendance à préférer Microsoft parce que justement l'historique et les différents exemples qui montrent que l'entreprise a su s'adapter aux différentes technologies. Donc je pense que voilà, je prendrais Microsoft. Question de Rémi. Salut Romain, as-tu dans l'intention de vendre tes positions en plus-value ou de les laisser courir sur le très long terme en encaissant les dividendes? Moi, j'investis pour générer de la rente. C'est pour ça que j'ai choisi les dividendes. Donc je vois pas l'intérêt en fait de vendre mes actions qui sont en plus-value latente pour pouvoir toucher le même niveau de dividende, le même yield en fait. Donc je vois pas trop l'intérêt de vendre des positions qui sont en plus-value latente. En tout cas, pour un objectif de long terme. Plus on garde ces actions-là longtemps, même avec une plus-value latente, et bien plus on va tirer vers le bas le prix de revient unitaire et donc faire grimper le yield. C'est un peu les vases communicants. Donc du coup, je vois pas l'intérêt du tout, quand on est investisseur long terme, de revendre pour toucher, en fait. Puisque même si je touche la plus-value latente, si je réachète ces actions, du coup, je vais les acheter plus cher. Ça n'a aucun sens. Donc, je garde et je touche mes dividendes. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées. J'espère que vous avez trouvé ce contenu intéressant. Si il y a des sujets où vous ne partagez pas mon opinion, écoutez, je vous laisse mettre un message en commentaire, on peut en discuter. Peut-être que vous me ferez réaliser que j'ai tort, ou pas. Mais n'hésitez pas, j'essayerai de répondre aux commentaires de cette vidéo et on refera une FAQ quand on aura repassé un cap au niveau des abonnés, ou peut-être pour l'anniversaire de l'année prochaine, ou on fera peut-être autre chose, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était un exercice assez agréable. Pour une fois, ça change un petit peu de ma trame habituelle. Je ne sais pas comment je vais faire pour réaliser le montage de cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'espère que le contenu sera à la hauteur de ce que vous attendiez. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui ont posé des questions. Pour les autres, il faudra attendre la prochaine FAQ où vous pouvez me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Je suis toujours ouvert à la discussion. Voilà, je vous remercie à tous pour avoir participé à cet anniversaire, pour avoir permis d'atteindre les 1000 abonnés le jour de l'anniversaire, c'était super beau. Et puis voilà, j'espère que c'est que le début de l'aventure et que pour le prochain anniversaire, on aura encore plus d'abonnés et beaucoup plus de sujets à pouvoir discuter tous ensemble. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!